On va démarrer cette session par un mot de Jean-Michel qui ne pouvait pas être présent ce matin, qui a souhaité l'être à travers la vidéo. Donc je ne sais pas si la régie peut envoyer, a priori oui. Si c'est le cas, image. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce 9 juin pour lancer la 4e journée des Neiges. Le projet des Neiges, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Je reste convaincu que plus que les produits, ce sont les hommes qui font l'entreprise. Vous avez tous l'habitude d'entendre parler de productivité, de commune, d'efficacité. Mais ce qui est plus important encore, c'est ce qui fait du sens dans le travail et nourrit la motivation de chacun au quotidien. Ces journées à thème nous offrent la possibilité au sein de l'entreprise de partager, de se créer un référentiel de valeurs communes. Pour y parvenir, il est nécessaire d'échanger, de philosopher, de réfléchir et de donner du sens à nos actes. Nous avons le plaisir d'accueillir André Comte-Sponville, éminent philosophe, mondialement connu, qui a accepté de partager avec nous ses réflexions humanistes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Oui, donc une journée un peu différente aujourd'hui. Vous vous souvenez les précédentes journées qui avaient pour thème le mode débranché, on avait travaillé autour de la reconnaissance, voilà, d'autres thèmes. Là, c'est une approche un peu différente. Ça me fait penser à 10 ans en arrière. J'ai 2 enfants, dont le plus jeune, qui est aujourd'hui, plus âgé, qui a aujourd'hui 14 ans, avait 4 ans à l'époque. Alors, en Corse, à Calvi, il y a une grande côte pour ceux qui connaissent, et son cagnard, ça fait mal. Quand je le portais, il était très détendu, très décontracté, et il me dit Papa, pourquoi on est des humains? Je trouvais que c'était un peu lourd au moment où j'essayais de l'amener au sommet. C'est un peu rose de sa part, mais je lui ai pas bien évidemment répondu tout de suite, je n'en étais pas capable. On est arrivé en haut, on s'est posé, il a recommencé Papa, pourquoi on est des humains? Je sais très bien comment j'ai structuré ma réponse, je ne sais pas si elle était très pertinente, mais j'ai parlé du travail. J'ai parlé d'art et j'ai parlé de travail. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui le gênait, parce que le travail, pour lui, c'est ce que font les parents, et c'est la raison pour laquelle ils mangent. Voilà. Mais la vie, c'est pas le travail. Sa vie, à lui, c'est le jeu. C'est pas tout à fait la même conception. Il a aujourd'hui 14 ans, et il m'a dit il y a quelques semaines qu'il en avait assez de travailler à l'école. Qu'il voulait que sa vie change. Qu'il voulait rencontrer des gens, faire des choses. Et qu'il voulait un métier. C'était plus du tout la même approche, en fait. Voilà. Et je pense que c'est une évolution qui me ravit personnellement, mais c'est aussi un bon point de départ pour nous interroger nous-mêmes sur ce qu'est le travail. Est-ce que c'est une nécessité, une obligation? Est-ce qu'il y a un plaisir? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Bien évidemment, comme il y a 10 ans, je vais avoir quelques difficultés à y répondre. Et c'est pourquoi on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui André Comte-Sponville, qui est la bonne personne pour débattre avec nous sur ce sujet. Donc je vais l'inviter à me rejoindre, sous vos applaudissements. Bien, bonjour à tous, je me présente en quelques mots. Donc, je m'appelle André Comte-Sponville, effectivement, j'ai 59 ans, je suis père de 3 enfants qui sont beaucoup plus grands que les vôtres, qui sont de jeunes adultes, et je suis philosophe. Philosophe, c'est-à-dire bien sûr professeur de philosophie pendant l'essentiel de ma vie active, puisque c'est le seul métier exclusivement philosophique, si l'on peut dire. Mais j'en parle au passé parce qu'après avoir enseigné pendant 21 ans, d'abord en lycée, puis en école normale d'instituteur, et puis les 14 dernières années dans le supérieur, à l'université Paris 1, autrement dit à la Sorbonne, géographiquement. Après avoir enseigné pendant 21 ans, j'ai demandé, il y a maintenant une douzaine d'années, ce qu'on appelle une mise en disponibilité, c'est-à-dire un congé sans solde, si bien que depuis 12 ans, eh bien, je n'enseigne plus, je n'ai plus d'étudiants, je ne touche plus de salaire, évidemment. Autrement dit, je vis pour une part, c'est pas gentil de dire. Autrement dit, je vis pour une part des livres que je publie, j'en ai publié une vingtaine, et puis
d'autre part des conférences que je fais ici ou là, notamment beaucoup depuis plusieurs années dans le monde de l'entreprise. Et comme il se trouve que dans la fonction publique, on a droit en tout et pour tout à 6 années de disponibilité sur toute la carrière, et que moi ça fait donc 12 ans que je n'enseigne plus, ça veut dire qu'il y a environ 6 ans, j'ai écrit à la Sorbonne pour prévenir cette noble institution que je ne comptais pas reprendre mon enseignement et qu'il fallait donc le considérer comme démissionnaire. Si bien que je suis toujours philosophe, je vais entreprendre de vous le montrer dans un instant, mais je ne suis plus ni enseignant ni fonctionnaire. Alors s'agissant maintenant du sujet qu'on m'a demandé de traiter, j'ai proposé un titre un peu à rallonge, puisque j'appelle ça « Sens du travail, bonheur et motivation ». Sens du travail, bonheur et motivation. Et quand j'interviens sur ce thème devant des chefs d'entreprise, je rajoute volontiers un sous-titre « Philosophie du management ». Je sais bien que vous n'êtes pas tous ici managers, mais je sais aussi que plusieurs d'entre vous l'êtes, mais au fond de l'entreprise, tout le monde est soit manager, soit managé, et tout le monde est voué à se manager lui-même, ce qui n'est déjà pas rien. Mais permettez-moi d'avoir une pensée en commençant pour les managers qui sont ici. Parce qu'ils font un métier vraiment difficile. Alors j'entends bien qu'il y a peu de métiers absolument faciles, mais leur métier de manager est particulièrement difficile parce que leur travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils ne préféreraient pas. J'entends bien que tous, évidemment, préfèrent travailler chez EMC2 plutôt qu'être au chômage. Mais tous, ou presque tous, préféreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin de travailler chez EMC2 pour gagner leur vie. D'ailleurs, posez-vous la question, cher monsieur, de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs et subordonnés continueraient à travailler dans votre entreprise si vous avez gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen, comme il y a 2 ou 3 ans un pizzaiolo de Chambéry. Eh bien, la réponse, qui tendanciellement sera très proche de 0%. Oui, le pizzaiolo, oui, arrêtez de travailler, bien sûr. La réponse, qui anciennement sera très proche de 0%, dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité des salariés de MC2, travailler dans cette entreprise, ça n'est pas d'abord un plaisir, ça n'est pas d'abord une vocation, c'est d'abord une contrainte. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Et bien cette difficulté-là, c'est exactement la difficulté du management. Alors bien sûr, ça a toujours été vrai que c'était un métier difficile que celui de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne peut pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. Mais non seulement ça a toujours été difficile que de faire travailler les autres, mais c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis quelques décennies, et encore plus dans la toute dernière période, à l'heure des 35 heures, les lois ouvrières, à l'heure de la RTT, comme on dit, et au moment où les jeunes, spécialement, me disent souvent les chefs d'entreprise, les jeunes ont perdu le sens du travail. Bref, on a envie de vous dire, dure saison pour les managers. Votre travail, c'est de faire travailler les autres, pas de chance, les autres travailler, ils ne préféreraient pas, parce que ce qu'ils cherchent, eux, évidemment, comme tout le monde, c'est pas le travail, c'est le bonheur. Pas de cause que vous leur proposez, c'est pas du bonheur, c'est du boulot. Vous voyez, il semble qu'en quelque chose, il y ait mal donne dès le départ. Et c'est cette mal donne qu'un management bien conduit doit se donner pour but de lever. Mais d'ailleurs, à bien y réfléchir, ce que cherche EMC2, ce que cherche n'importe quelle entreprise, ça n'est pas non plus le travail. Il faut vraiment être au moins Premier ministre de la France, je pense à Dominique de Villepin plutôt qu'à François Fillon, ou avoir passé trop longtemps à l'ENA, pour croire sérieusement que le but d'une entreprise, c'est de créer des emplois. Tartufferie qu'on appelle en France le patriotisme économique. Il suffit s'intéresser d'un peu près à l'économie en général et à l'entreprise en particulier
pour comprendre très vite que le but d'une entreprise, sauf quelques rares exceptions, ça n'est pas du tout de créer des emplois. C'est bien sûr de créer de la richesse. C'est-à-dire, en économie capitaliste, de faire du profit. Et c'est bien de faire du profit. Une entreprise, au fond, existe pour ça. C'est-à-dire pourquoi aucune entreprise n'hésite très longtemps à licencier, quand c'est la seule façon de sauver, voire parfois de maximiser sa rentabilité. Mais alors là, ça devient intéressant. Parce que les salariés, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. L'entreprise, ce qu'elle cherche, ce n'est pas le travail, c'est le profit. Autrement dit, personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail. Ce qui débouche sur une question tout à fait intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés, ni l'entreprise, ne cherche le travail pour le travail? Eh bien ça, c'est exactement le problème du management. Autrement dit, c'est votre problème. Cela étant dit, je pourrais vous laisser vous dépatouiller avec, je suis venu bien sûr, c'est pour y réfléchir avec vous. Mais le cœur du problème est exactement là. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés, ni l'entreprise, ne cherche le travail pour le travail? Et c'est pour traiter ce sujet, puis pour répondre à la question que je pose, parce que j'ai l'habitude de répondre aux questions que je pose, que je procéderai en 3 temps. Dans un premier temps, il va de soi qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça après, hein. Il y a une heure et demie d'exposé, une heure de débat. Donc dans un premier temps, je traiterai le sens du travail. Dans un deuxième temps, je traiterai le thème bonheur et motivation. Et puis dans un troisième temps, mais là j'irai très vite, je traiterai le thème, donc j'aurai peu de temps, je traiterai le thème management et solidarité. Voilà, donc 3 parties. 1, le sens du travail. 2, bonheur et motivation. 3, management et solidarité. Je commence tout de suite, bien sûr, première partie, le sens du travail. On a beaucoup dit ces dernières années, au MEDEF, notamment, spécialement du temps de M. Sellière, et au gouvernement, spécialement du temps de M. Raffarin, on a beaucoup dit que les lois Aubry sur les 35 heures avaient fait baisser, voire quasiment disparaître la valeur du travail. Le travail, depuis les lois Aubry, serait une valeur en baisse. Soit, mais en quel sens du mot valeur? Parce que ce mot de valeur, comme vous le savez tous, il a 2 sens très différents. Il y a la valeur économique, la valeur marchande, et puis il y a la valeur morale. Alors lorsqu'on parle d'une baisse, d'une quasi-disparition de la valeur travail, est-ce qu'il s'agit d'une baisse de la valeur économique du travail, ou est-ce qu'il s'agit d'une baisse de la valeur morale du travail? Il ne peut pas s'agir d'une baisse de sa valeur économique. Parce que là, à l'inverse, les lois Aubry, imposant une réduction de la durée du travail à salaire constant, entraînent au contraire, c'est bien pourquoi d'ailleurs elles sont économiquement problématiques, entraînent au contraire une augmentation du coût du travail. Et là, peut être à la fois sérieux et cohérent, on ne peut pas en même temps constater, voire dénoncer pour certains, une augmentation du coût du travail, et en même temps se plaindre d'une baisse de sa valeur économique. Non, il n'y a pas de baisse de la valeur économique du travail, très loin de là. Le travail en France n'a jamais été aussi cher. Si bien que si baisse de la valeur travail il y a, il ne peut s'agir que d'une baisse de la valeur morale du travail. Et c'est bien ça, en effet, que me décrivent souvent les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants, les managers, qui m'expliquent qu'en effet, pour la plupart de leurs collaborateurs, spécialement pour les jeunes, me disent-ils, le travail est de moins en moins une valeur morale. J'ai vu plusieurs chefs d'entreprise ces dernières années me faire part de leur désarroi et me dire, écoutez les jeunes, je n'y comprends plus rien. Pour eux, le travail n'est même plus une valeur morale. Bien voilà, je suis venu accomplir la tâche difficile pour ce qui est des managers. Je me dis que pour ce qui est des salariés non managers, ce sera plus facile de leur le faire accepter, mais je suis venu accomplir devant vous la tâche difficile, mais que je crois nécessaire, de vous aider à comprendre que sur ce point précis, ce sont vos collaborateurs et subordonnés, et spécialement les plus jeunes d'entre eux, qui ont raison. Parce que ce que je crois en effet, c'est que le travail n'est pas une valeur morale.
Alors, ma position sur cette question tient en 3 points. 1. Le travail n'est pas une valeur morale. 2. Il n'est pas non plus une fin en soi, FIN, un but en soi. 3. C'est pourquoi il doit avoir un sens. C'est pourquoi il doit avoir un sens. Donc d'abord, le travail n'est pas une valeur morale. Lorsque j'ai publié il y a maintenant une quinzaine d'années l'un de mes livres qui s'appelait Petit traité des grandes vertus, qui, comme son titre l'indique, était un traité de morale, plusieurs chefs d'entreprise, puisque c'est un milieu que je fréquentais déjà assidûment à l'occasion de colloques, de séminaires, plusieurs chefs d'entreprise sont venus me voir pour me reprocher, le plus souvent cordialement, mais tout de même vertement, la chose suivante. Ils me disaient, c'est quand même culotté votre petit traité des grandes vertus. Vous faites 18 chapitres sur les vertus principales, à vos yeux, les plus grandes vertus. Il n'y a pas un seul chapitre sur le travail. Je leur répondais, oui, oui, vous avez raison. Il n'y a pas de chapitre sur le travail dans mon petit traité des grandes vertus. Mais avez-vous remarqué, leur demandai-je, avez-vous remarqué que dans les évangiles, non plus? Parce qu'enfin, il n'est écrit nulle part que je sache. Travaillez les uns les autres, comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres, comme votre Père du ciel vous aime. C'est sensiblement différent. Et il y a bien sûr un chapitre sur l'amour dans mon petit traité des grandes vertus, qui est à la fois le dernier et de très loin le plus long. Alors nos chefs d'entreprise, un peu désarçonnés par ma réponse, d'autant plus qu'en France, ils sont presque tous de culture chrétienne, se raccrochaient à la première branche qui passait devant leurs yeux hagards, une très grosse branche, en l'occurrence la Bible, pas moins, la Genèse. Et il me disait sur un ton vengeur, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est? Je leur répondais, oui, oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. Autant suggérer à Madame Parizeau ou à votre DRH de choisir le fouet ou le knout comme emblème managérial. Mais bon, laissons les écritures, même la langue en français est contre vous, je veux dire, contre les managers. Je vous rappelle, en effet, ou peut-être je vous apprends pour certains d'entre vous, que ce mot de travail en français, comme dans plusieurs autres langues latines, vient du bas latin trepalium. Et que le trepalium, dans la Rome antique, c'était un instrument de torture. Comme quoi la difficulté douloureuse du rapport au travail, ça n'a pas commencé avec les lois Aubry. Ça n'a même pas commencé avec mai 1968. Je vous jure que ça a commencé bien avant. Ça a commencé en gros avec le travail. C'est-à-dire, il y a au bas mot 10 ou 12 000 ans, la révolution néolithique a supposé que la chasse et la cueillette, qui existaient depuis bien plus longtemps, n'aient pas déjà été du travail. C'est d'ailleurs en ce sens, trépalium, qu'on parle de salle de travail dans nos maternités. La salle de travail dans une clinique, comme chacun sait, c'est la salle où les femmes accouchent. Pas du tout pour ne considérer qu'accoucher était un métier, mais simplement parce que accoucher, depuis des millénaires, et encore souvent aujourd'hui, messieurs, ça fait atrocement mal. La salle de travail, c'est simplement la salle de souffrance. Ça en dit long, là encore, sur le travail. Mais bon, laissons les textes et l'étymologie, venons-en au réel lui-même. Moi, ce que je dis, c'est que le travail n'est pas une valeur morale, c'est ce que prouvent les vacances et le salaire. C'est ce que prouvent les vacances, d'abord parce que le propre d'une valeur morale, c'est d'être sans repos ni cesse. Il n'y a pas de congé payé pour la personne. On ne va pas dire aux Français, aux salariés de MC2, la générosité est une valeur morale, et donc vous aurez le droit d'être égoïste pendant 5 semaines par an. Pour la 6e, on va discuter avec les syndicats. Bien sûr que non. Si la générosité est une valeur morale, et elle vaut par définition 52 semaines par an. On ne va pas dire aux Français, la justice est une valeur morale, et donc vous aurez le droit d'être injuste pendant 5 semaines par an. Évidemment pas. Si la justice est une valeur morale, elle s'impose par définition 365 jours par an, 366 les années bissextiles. Le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle est sans repos ni cesse. Tout travail mérite repos. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale.
Et s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertus que de possibles pathologies. Le travail n'est pas une valeur morale, deuxièmement, et surtout, c'est ce que prouve le salaire, évidemment. Parce qu'enfin, chers amis, pour aimer, vous demandez combien? Vous allez dire, attendez, là, vous me traitez de prostituée, l'amour, ça ne te paye pas, ça n'a pas de prix. Vous avez bien sûr raison. L'amour est une valeur morale, ça ne te paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être juste, il faut qu'on vous paye. Mais attendez, si on paye pour être juste, c'est plus de la justice, c'est de la corruption. Vous avez raison. La justice est une valeur morale, ça ne te paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être généreux, vous demandez combien? Attendez, si je demande quelque chose, c'est plus de la générosité, c'est de l'égoïsme. Vous avez raison. La générosité est une valeur morale, ça ne te paye pas, ça n'a pas de prix. Pour travailler, vous demandez combien? Ah ben là, c'est intéressant. Parce qu'on connaît la réponse. Parce que pour tous ceux ici qui sont salariés, c'est-à-dire peut-être bien tout le monde sauf moi, la réponse est inscrite, souvent en bas à droite et en caractère gras, sur vos bulletins de salaire. Pour d'autres, dont je suis, parce que rassurez-vous, je suis pas venu bénévolement, la réponse sera inscrite sur la note d'honoraire, que je me ferai un plaisir de vous envoyer, pas plus tard que dans quelques jours, et on est au moins 2 ou 3 dans la salle, à savoir, je ne suis pas vraiment bon marché. Pour d'autres, la réponse sera inscrite dans le bilan d'entreprise, dans la colonne profit, résultat net, dividende, que sais-je. Bref, le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'a pas de prix, c'est qu'elle n'est pas à vendre. Tout travail mérite salaire ou rémunération. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Disons la chose autrement, le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'est jamais soumise à quelque marché que ce soit. Il y a un marché du travail. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Je dirais volontiers, quitte à forcer un peu le trait, que le travail pris en lui-même ne vaut rien au sens des valeurs morales. Le travail pris en lui-même ne vaut rien, c'est pourquoi on le paye. Mais vous, ça serait formidable pour EMC2 si le travail était une valeur morale. Ils n'auraient même plus besoin de vous payer. Ils ne vous payent pas pour être juste, pour être généreux, pour être aimant. Ils n'auraient pas à vous payer pour travailler. Eh bien, essayez pour voir. Du jour où vous cesserez de les payer, ils ne cesseront pas pour ceux qui le sont d'être justes, généreux, aimants. Mais ils cesseront tous évidemment de travailler, et c'est pas moi qui le leur reprocherai. Le travail qui en lui-même ne vaut rien, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. Bref, amis managers, ne comptez pas sur des leçons de morale pour motiver vos collaborateurs ou subordonnés, ni pour tenir lieu de management. Et pour ceux qui ne sont pas managers, ne comptez pas non plus sur la morale pour vous motiver. D'ailleurs, je vais vous dire, de mon point de vue d'observateur extérieur au monde de l'entreprise, et informé des choses de l'entreprise, dès qu'un manager en est réduit à faire la morale à tel ou tel de ses collaborateurs ou subordonnés, il est déjà, lui, en tant que manager, en situation d'échec professionnel. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut jamais le faire. Il y a des moments où il faut bien assumer une situation objective d'échec. Voilà. Quand un manager en est réduit à faire la morale à tel ou tel de ses collaborateurs ou subordonnés, il est déjà, lui, en tant que manager, en situation d'échec professionnel. Ne comptez pas sur la morale pour motiver vos collaborateurs, ni pour vous motiver vous-même, ni pour tenir lieu de management. Deuxième idée, non seulement le travail n'est pas une valeur morale, mais il n'est pas non plus une fin en soi, un but en soi. Les deux idées sont très proches l'une de l'autre, parce qu'en vérité, le propre d'une valeur morale, c'est justement d'être une fin en soi, un but en soi. Je prends un exemple de père de famille. Si vous voulez, imaginez que ce soit l'anniversaire de tel ou tel de vos enfants, le plus jeune, 14 ans, déjà un peu grand, un gamin de 8-10 ans. Son anniversaire, vous organisez pour lui un samedi après-midi un goûter d'anniversaire.
Et comme c'est un anniversaire, donc il avait ses petits copains, ses petites copines, et comme c'est son anniversaire, il a le droit de couper lui-même le gâteau d'anniversaire. Et vous constatez qu'il donne une part énorme à son meilleur copain qu'il adore, et une toute petite part à son grand frère qu'il déteste. Alors vous dites, attends, c'est pas juste, regarde, t'as donné une part énorme à Aurélien, une toute petite part à Alexandre, ce n'est pas juste. Le gamin vous répond, mais papa, mais maman, à quoi bon être juste? À quoi bon être juste? Eh bien, réfléchissez-y. Et vous verrez que la seule bonne réponse à lui faire quant au fond, je vous aide pour la prochaine, la seule bonne réponse à lui faire quant au fond, c'est de lui dire, mon fils, ma fille, mauvaise question. On n'est pas juste pour autre chose que la justice. On est juste parce qu'il faut être juste. La justice, ce n'est pas un moyen en vue d'une fin. La justice est une fin en soi, un but en soi. Un autre jour, vous surprenez votre gamin en flagrant délit d'égoïsme. Vous lui dites, écoute, dans la vie, il faut être un peu généreux. Votre gamin vous demande, mais maman, mais papa, à quoi bon être généreux? À quoi bon être généreux? Là encore, la seule bonne réponse à lui faire quant au fond, c'est de lui dire, mon fils, ma fille, mauvaise question. On n'est pas généreux pour autre chose que la générosité. On est généreux parce qu'il faut être généreux. Ou parce que si vous lui dites, il faut être généreux avec les autres, pour que les autres soient généreux avec toi, un, vous lui mentez. Parce qu'il est avéré depuis très longtemps que la générosité des uns n'a jamais rendu les autres généreux. Deux, et c'est plus grave, vous pervertissez son sens moral, puisque vous êtes en train de lui expliquer qu'il peut être généreux par égoïsme. Ce qui laisse entendre que l'égoïsme vaut mieux que la générosité, alors que c'est le contraire que vous pensez. Non, il faut lui dire, on n'est pas généreux pour autre chose que la générosité. On est généreux parce qu'il faut être généreux. La générosité, ce n'est pas un moyen en vue d'une fin, la générosité, c'est une fin en soi, un but en soi. Votre gamin ne fout rien à l'école. Vous lui dites, écoute, dans la vie, il faut travailler. Votre gamin vous répond, mais maman, mais papa, à quoi bon travailler? À quoi bon travailler? Il faut lui répondre, mon fils, ma fille, excellente question. Et tant que vous n'aurez pas aidé à trouver sa réponse à cette question, à quoi bon travailler, vous aurez du souci à vous faire concernant l'efficacité de votre management parental. Parce qu'aussi assurément, la justice et la générosité, en tant que valeurs morales, sont des fins en elles-mêmes, des buts en soi. Aussi assurément, le travail n'est pas un but en soi, parce que le travail, évidemment, n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. On n'est pas juste pour autre chose que la justice, on n'est pas généreux pour autre chose que la générosité, on travaille toujours pour autre chose que le travail. Question intéressante, autre chose que le travail, c'est quoi? C'est un peu embêtant pour les managers. Parce que autre chose que le travail, ça s'appelle le loisir, le temps libre, le repos. C'est ce qu'Aristote, dans son génial bon sens, alors Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, comme chacun sait, 4e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, un des plus grands de tous les temps, c'est une formule que j'aime beaucoup citer aux managers, encore plus aux chefs d'entreprise, parce qu'elle dit à peu près le contraire de leur idéologie spontanée. Donc c'est important pour les salariés de comprendre l'idéologie spontanée des dirigeants de l'entreprise. Rassurez-vous, tout corps de métier secret est une idéologie spontanée qui en gros est un discours d'auto-justification. Je pourrais passer le reste de la matinée sur l'idéologie spontanée du corps enseignant, mais comme il y a moins d'enseignants ici que de salariés ou de managers, ça ne fait pas très intéressant. Donc réfléchissons plutôt à l'idéologie spontanée du chef d'entreprise, ou du manager en général, et du chef d'entreprise en particulier. Une bonne façon de saisir cette idéologie spontanée, c'est de partir d'une phrase d'Aristote qui dit exactement le contraire de l'idéologie spontanée du manager ou du chef d'entreprise. Aristote, dans son génial bon sens, écrit simplement ceci: le travail tend au repos, on pourrait traduire au loisir, au temps libre. Le travail tend au repos et non pas le repos au travail. Le travail tend au repos et non pas le repos au travail. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cher monsieur, qu'il n'y a vraiment que les dirigeants d'entreprise, les managers, quelques fous du boulot parfois, qui croient vraiment qu'on se repose la nuit
pour pouvoir mieux travailler toute la journée. Il y a que les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants et quelques fous du boulot qui croient vraiment qu'on se repose le week-end pour pouvoir mieux travailler toute la semaine. Il n'y a que les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants et quelques fous du boulot qui croient vraiment qu'on se repose pendant les vacances pour pouvoir mieux travailler toute l'année. Il n'y a que les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants et quelques fous du boulot qui croient vraiment qu'on se repose pendant la retraite pour pouvoir mieux travailler toute la mort. Et là, reconnaissez que votre idéologie spontanée de manager atteint sa limite. C'est que si le repos tendait au travail, la retraite serait une absurdité. Alors pour ce que savent d'instinct la plupart des salariés, et spécialement c'est vrai les plus jeunes des salariés, est à l'inverse de cette idéologie spontanée du manager. Ce qu'ils savent d'instinct, eux, c'est qu'on travaille toute la journée pour avoir un toit où dormir et profiter de ses soirées, évidemment. Ce qu'ils savent d'instinct, c'est qu'on travaille toute la semaine pour pouvoir partir en week-end. Ce qu'ils savent, c'est qu'on travaille toute l'année pour pouvoir partir en vacances. Ce qu'ils savent, c'est qu'on travaille toute la vie active pour pouvoir profiter de sa retraite. Autrement dit, ce que savent d'instinct tous les salariés qui ne sont pas managers, et spécialement les plus jeunes salariés de cette fameuse génération Y qui nous rebat un peu les oreilles, c'est qu'Aristote a raison. Le travail tend au repos, au loisir, au temps libre, et non pas le repos, le loisir, le temps libre, au travail. Bref, le travail est au service de la vie, et non pas la vie au service du travail. On travaille pour vivre. Il n'y a que les fous qui croient qu'on vit pour travailler. Donc, comprenez-moi bien. Ça ne veut bien sûr pas dire que le travail, c'est pas important. C'est extrêmement important. Ce n'est qu'un moyen, c'est vrai, mais c'est presque toujours le plus important de tous les moyens. Et c'est là qu'il faut parfois rappeler à nos jeunes gens, qui ont quelque peu tendance parfois à l'oublier. Le 14 ans, il est encore très jeune, vous verrez, vers 16, 17, ça se garde. Comment dire, une partie de ce que je dis dépend du public auquel je m'adresse. Imaginez que je fasse une conférence sur le travail, ça m'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois, non pas devant des salariés de MC2, mais devant un groupe d'adolescents paresseux. Pardon pour le quasi-pléonasme, mais on va dire devant une classe de terminale. Je ne leur dirai pas le contraire de ce que je vous dis à vous, je dis la vérité à tout le monde, y compris aux ados et aux paresseux. Mais c'est vrai, honnêtement, devant une classe de terminale, je ne mettrai pas l'accent sur le même point que devant vous. Devant une classe de terminale, je leur dirais plutôt, oui, bien sûr, vous avez raison. Le travail n'est pas une valeur morale, le travail n'est pas une fin en soi, le travail n'est qu'un moyen. Là-dessus, on est d'accord. Mais attention, les petits jeunes, le travail n'est qu'un moyen, c'est vrai, mais c'est presque toujours le plus important de tous les moyens. Celui sans lequel vous n'arriverez jamais à rien. Parce que c'est ça que nos jeunes gens, en effet, ont souvent tendance à oublier. Et là, pardonnez-moi, même s'il y en a plusieurs qui sont vraiment jeunes, mais je ne parle pas devant des adolescents. Je parle encore moins devant des paresseux, puisque j'ai compris qu'il y a une boîte où on travaillait quand même beaucoup. Si bien que m'adressant à des adultes qui sont de grands travailleurs, je dirais plutôt, non pas l'inverse, mais je ne mets pas l'accent sur le même point que devant des ados. À vous, je dirais plutôt, oui, bien sûr, vous avez raison, le travail, c'est extrêmement important. On est d'accord là-dessus. On ne m'a quand même pas invité ici pour leur rappeler que le travail, c'est important. D'ailleurs, je veux dire personnellement, sincèrement, je suis le contraire de la paresse. Donc oui, bien sûr, c'est vrai, vous avez raison, le travail, c'est extrêmement important. Mais attention, c'est extrêmement important parce que c'est presque toujours le plus important de tous les moyens. Mais ça n'est malgré tout qu'un moyen. Attention de ne pas faire une fin en soi de ce qui n'est que le plus important des moyens. Attention de ne pas sacrifier l'essentiel à ce qui n'est qu'extrêmement important. Vous savez, j'ai animé pendant plusieurs années un séminaire sur le thème philosophie et médecine dans de grands hôpitaux, avec des équipes de soignants, comme on dit, médecins, infirmières. Et dans l'un de ces séminaires, une infirmière qui était là, elle-même assez proche de l'âge de la retraite, nous avait dit ceci. Elle me disait, vous savez, moi ça fait 30 ans que je suis infirmière. Eh bien, en 30 ans, je n'ai jamais vu personne sur son lit de mort regretter de ne pas avoir travaillé une heure de plus. Personne, jamais.
J'en ai vu des dizaines, nous disait-elle, sur leur lit de mort, regretter de ne pas avoir passé 1 heure de plus avec leurs enfants, leurs conjoints, leurs amis, ou simplement à faire telle ou telle activité non professionnelle qui les passionnait. Eh bien voilà ce que j'appelle l'essentiel, c'est que vous pourriez éventuellement sur votre lit de mort regretter de ne pas avoir fait 1 heure de plus. L'important c'est le reste, ou plutôt non, l'important c'est dans le reste ce qui est nécessaire pour assurer cet essentiel-là. L'important c'est ce qui coûte très cher. Le travail est donc extrêmement important, rien ne coûte plus cher en France que le travail. Oui. L'important c'est ce qui coûte très cher, mais l'essentiel c'est ce qui n'a pas de prix. Attention de ne pas sacrifier ce qui n'a pas de prix, l'essentiel, à ce qui ne coûte qu'extrêmement cher, l'important. L'essentiel, c'est ce qui est une fin en soi, l'important, c'est ce qui est un moyen nécessaire. Attention de ne pas sacrifier ce qui est une fin en soi, l'essentiel, à ce qui n'est que le plus nécessaire des moyens, l'important. Troisième idée, donc première idée, le travail n'est pas une valeur morale. Deuxième idée, n'est pas non plus une fin en soi. Troisième idée, c'est pourquoi il doit avoir un sens. C'est pourquoi il doit avoir un sens. Alors bien sûr, ce que je dis n'est cohérent que parce que je fais une différence entre la valeur, au sens des valeurs morales, et le sens. Hein, si je dis le travail n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il doit avoir un sens, ça suppose bien sûr que la valeur et le sens sont deux choses différentes. La différence principale tient au fait que la valeur, au sens des valeurs morales, elle est toujours intrinsèque. J'entends par là qu'une valeur morale, elle vaut en elle-même, par elle-même, pour elle-même. Je le montrais rapidement tout à l'heure à propos de la justice ou de la générosité. On n'est pas juste pour autre chose que la justice, on n'est pas généreux pour autre chose que la générosité. La justice, la générosité, comme toutes les valeurs morales, sont des valeurs morales intrinsèques, elles valent en elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Par différence avec le sens, qui lui, au contraire, est toujours extrinsèque. J'entends par là que le sens renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. Alors cette notion de sens est l'une des plus difficiles à saisir, essentiellement pour deux raisons. La première raison, qui vaut spécialement en français, c'est que dans notre langue, c'est pas vrai dans toutes les langues, mais en français c'est le cas, le mot sens, comme vous le savez évidemment, a lui-même plusieurs sens différents. Il y en a principalement 3, pour simplifier quelque peu. Le mot sens peut désigner la sensation, ou l'appareil sensoriel, ou sensitif. Bref, ce qu'on appelle les 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Mais ce même mot de sens peut désigner la signification. Quand je dis le sens d'un mot, le sens d'une phrase. Enfin, ce même mot de sens peut désigner la direction, l'orientation, le but. Par exemple, si je dis j'ai pris le périphérique ce matin dans le sens est-ouest. Et bien sûr, ça complique considérablement la notion. Parce que lorsque je m'interroge sur le sens du travail, aussi bien d'ailleurs si je m'interroge sur le sens de la vie, est-ce que je me demande quelle est la sensation que j'en ai? En général, ce n'est pas à ça qu'on pense. On a peut-être tort de ne pas y penser davantage. Parce que si vous voulez que les salariés de MC2 trouvent du sens à travailler chez vous, encore faut-il que travailler chez EMC2, ça n'est pas, si j'ose dire, trop mauvais goût. Ça pose la question des conditions de travail, de l'ambiance de travail. Et puis s'agissant du sens de la vie, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'est le sens de la vie quand on n'a pas le goût de vivre. Mais pour le reste, est-ce que je me demande, est-ce que mon travail a une signification? Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Et quoi? Ou est-ce que je me demande, est-ce que mon travail a une direction? Est-ce qu'il va quelque part? Et où? C'est pas du tout la même question. Mais ce qui rend cette notion de sens tellement rebattue dans le monde du management, hein, tout le monde a de ça à la bouche, sauf que personne apparemment ne semble comprendre ce que c'est. Notamment parce qu'on confond toujours avec la valeur. La deuxième difficulté, justement, c'est quand chacun des 3 sens du mot sens, ce sens est toujours extrinsèque, il renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. Comme c'est une notion majeure dans le monde de l'entreprise,
ça vaut la peine de s'y attarder 5 minutes. Je vais reprendre chacun des 3 sens du mot sens. D'abord donc, la sensation. En quoi est-ce que la sensation est toujours extrinsèque? Écoutez, je vous propose une expérience qu'on peut faire tous ensemble, ici et maintenant. Je vous propose de sentir votre odorat. Allez-y. C'est bizarre, je ne sens rien. Eh oui, l'odorat est inodore. Je vous propose d'écouter votre oui. Je n'entends rien. L'ouïe est inaudible. Je vous propose de voir votre vue. Alors les petits malins vont sortir un miroir de leur poche ou de leur sac à main. Ils verront leurs yeux, encore faut-il un miroir. Ils ne verront jamais leur vue. La vue est invisible. Autrement dit, aucun des 5 sens ne se perçoit lui-même. Il n'est sensation que de l'autre. C'est vrai, bien sûr, deuxièmement, du sens comme signification. Le sens d'un mot n'est pas ce mot, mais ce que ce mot désigne ou signifie. Par exemple, si je dis « mes notes sont posées sur le pupitre », le sens du mot « pupitre », ce n'est pas le mot, c'est « pupitre », qui n'est pas un mot. D'ailleurs, si je vous disais « mes notes sont posées sur le mot « pupitre », vous diriez « il a pété des plombs ». Ce qu'il faut bien que le sens du mot « pupitre », ce n'est pas le mot. Il n'est signification que de l'autre. Enfin, c'est vrai, évidemment, et presque a fortiori, du sens comme direction. Je disais, j'ai pris le périphérique ce matin dans le sens est-ouest. Ça veut dire que Beson a été le sens de mon voyage, si l'on m'a dit, pendant les 2 heures, malgré tout, qu'il a duré. Oui, c'est tout, je venais de la porte du garde, moi je suis garde libre, ça si je rencontre un ami dans un embouteillage, il me demande où vas-tu, quel est le sens de ce périple, je vais à Beson. Je venais du 12e arrondissement. Certains ici doivent venir, je ne sais pas quoi, du 15e, de Neuilly ou de Colombes, peu importe. Peut-être même pour certains de Lyon ou de Lille ou de Marseille, ou peut-être même, pourquoi pas, on n'avance pas, ça aurait été possible, de New York ou de Shanghai. Où qu'on soit dans le monde, on peut toujours, par définition, venir à Beson. Ça veut dire que Beson fait sens, ou peut faire sens, dans le monde entier. La seule condition qu'on sache que ça existe, c'est que c'est plutôt non. Beson fait sens ou peut faire sens dans le monde entier, sauf en un point, et un seul. C'est pas tout, c'est justement où nous sommes, à Beson. Parce que tant qu'on est à Beson, il est rigoureusement impossible d'y aller. Or le sens, c'est toujours où l'on va, et jamais où l'on est. Ça veut dire quelque chose de très important, ça veut dire que le sens est toujours ailleurs. C'est pas de Paul encore, parce que nous sommes toujours ici. Pas toujours ici à Beson, mais où que vous soyez, c'est un ici par définition. Et où que vous soyez, le sens, lui, il est ailleurs, non pas ici où vous êtes, mais là-bas où vous allez. C'est pour ça qu'on se trompe toujours, soit en passant. Quand on croit avoir atteint, comme certains le disent naïvement, le sens de sa vie. Imaginez le jeune cadre ambitieux, le jeune trentenaire ambitieux qui n'a qu'une envie, c'est de devenir le boss à la place du boss, comme on a vu tout à l'heure. Et puis le même, 20 ans plus tard. Ça y est, le vieux est parti, il a en effet choisi comme successeur, et voilà notre nouveau PDG, qui n'est plus qu'un quinquagénaire fatigué, comme tout le monde, qui s'installe pour la première fois dans le fauteuil directorial. Il est tout seul dans son grand bureau, c'est la première fois que ça lui arrive. Il a un moment d'émotion, forcément, il fait à lui-même, ce coup-ci, ça y est, j'ai atteint le sens de ma vie. Bien sûr que non, crétin. Parce que ce fauteuil directorial faisait sens pour toi, pouvait faire sens, tant que ce n'était pas ton fauteuil, tu n'y étais pas, c'est là que tu voulais aller, ça pouvait faire sens. Mais maintenant que tu y es, ça ne peut plus faire sens. Le sens, forcément, il est ailleurs, non pas ici où tu es,
mais là-bas où tu vas. Bref, lève-toi, bouge-toi le cul, va bosser. Le sens toujours ailleurs et nous sommes toujours ici, ça veut dire qu'il n'est direction que vers l'autre. Bref, en chacun des trois sens du mot sens, comme sensation, comme signification, comme direction, le sens est toujours extrinsèque, il renvoie toujours à autre chose qu'elle-même. Ça nous dit quelque chose de très important sur le sens du travail. Ça nous dit que le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. Et tant que vous n'aurez pas compris quelle est cette autre chose, vous aurez tendance à faire du travail une fin en soi, un but en soi, c'est-à-dire une valeur. Alors ça, pour le manager, c'est très confortable. Parce que si le travail est une valeur morale, il peut traiter ses collaborateurs de paresseux. Il y a juste deux petits problèmes. Le premier, c'est que moralement, ce n'est pas toujours juste. Le deuxième, c'est que d'un point de vue managérial, traiter les autres de paresseux, c'est notoirement inefficace. Si bien qu'il est essentiel de comprendre que le travail n'est pas une valeur. Parce que du coup, on comprend qu'on doit obligatoirement s'interroger sur son sens. Alors vous connaissez tous ce dicton fameux, qu'on dit toujours oriental. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Cet imbécile devait être manager. Beaucoup de managers, malheureusement, ressemblent à cet imbécile. Parce que vous lui montrez la lune, il regarde votre doigt. Il attend, imbécile, c'est pas mon doigt, tu peux regarder, c'est la lune. Il pourrait vous répondre, mais pourquoi tu veux que je regarde la lune? Elle n'a pas de sens, la lune. Elle ne veut rien dire, la lune. Elle ne va nulle part, la lune. Ton doigt, lui, il a du sens. Ton doigt, il veut dire, regarde la lune. Eh bien, tu vois, je préfère regarder ton doigt qui a du sens, plutôt que la lune qui n'en a pas. Pourquoi est-ce qu'il est très bête? Il est très bête parce qu'il est ébloui par le sens, obnubilé par le sens, au point d'oublier que le sens ne vaut qu'au service d'autre chose qui n'a pas de sens, mais qui est une valeur, évidemment. Eh bien, quand messieurs Seyer et Raffarin répétaient « valeur travail », ils étaient exactement dans la position de l'imbécile qui regarde le doigt. C'est pas faux, là encore, parce que les jeunes, évidemment, ils préfèrent regarder la lune. Le vrai manager, c'est pas celui qui dit aux jeunes gars qu'il vient d'embaucher « valeur travail, regarde mon doigt ». C'est celui qui lui dit « t'as vu la lune? On va y aller ensemble », à condition d'avoir les moyens de l'y emmener et d'y accompagner. Et puis je vais vous dire, est-ce que c'est parce que nos enfants ont du sens que nous les aimons? C'est quoi le sens d'un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire un enfant? Ben, ça veut rien dire. Où ça va un enfant? Ben, on n'en sait rien. Peut-être nulle part. Et puis c'est sa vie, c'est pas la nôtre. Et puis surtout, c'est pas pour l'adulte qu'il sera dans 10 ans qu'on aime, c'est pour l'enfant qu'il est aujourd'hui. Non, la vérité, c'est que ce n'est pas parce que nos enfants ont du sens que nous les aimons. C'est inversement parce que nous les aimons que notre vie prend sens. Autrement dit, ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Parce que si c'est le sens que vous aimez, messieurs, ça se passe ordinairement dans ce sens-là, plutôt que d'offrir à vos épouses ou compagnes dimanche prochain un bouquet de fleurs insignifiantes, ne vous faites pas croire que vous croyez au langage des fleurs, cette niaiserie. Offrez-lui plutôt dimanche prochain un beau bouquet de panneaux de signalisation. Oui chérie, les fleurs, il y en a marre, ça veut rien dire, tu ne crois pas au langage des fleurs, donc tu vois ce dimanche, je vais te faire, comme tu peux voir, ce beau bouquet de panneaux de signalisation. J'ai mis 300 interdits, 5 interdictions de stationner, toujours par nombre impair, messieurs, et puis j'ai rajouté ces quelques feux tricolores que je trouve du plus charmant effet. Votre épouse a déjà la main sur le combiné téléphonique pour appeler les urgences psychiatriques. Elle a raison, bien sûr. Alors, pour la rassurer, vous sortez de derrière votre dos un bouquet de fleurs. Et vous lui dites, mais non, chérie, c'était pour rire, je vais te faire des fleurs comme d'habitude. Mais tu vois, ce bouquet de fleurs, il veut bien dire quelque chose, il a bien du sens. Pas du tout, je crois, au langage des fleurs, non, mais ce bouquet de fleurs, il a bien du sens, il veut bien dire quelque chose, il veut dire que je t'aime toujours. C'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Eh bien, si vous prenez ensemble ces deux propositions que je viens rapidement de bâtir devant vous, un, il n'est sens que de l'autre.
2, c'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Vous appliquez l'une et l'autre à la question du sens du travail. Et vous pouvez en conclure, 1, que le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. 2, que cette autre chose ne fait sens qu'à proportion de l'amour que nous lui portons. Votre métier de manager serait un métier facile si tous vos collaborateurs aimaient la même chose, qu'il suffise à donner du sens à leur travail. Et votre métier de manager serait un métier impossible si vos collaborateurs n'aimaient rien ou jamais la même chose. Votre métier n'est pas facile, c'est entendu, mais il n'est pas non plus impossible. Il n'est pas impossible parce qu'il y a bien quelque chose que tous les salariés de MC2, sans exception, aiment. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien aimer tous? L'argent, bien sûr. C'est pour ça qu'ils travaillent. Non pas qu'ils soient spécialement cupides, sauf exception. La plupart aiment l'argent comme moyen et non pas comme but en soi. Ils ont bien sûr raison. Ils ont besoin d'argent pour vivre et pour élever leur gosse. D'ailleurs, je vais vous dire, dès qu'un salarié de MC2 a des enfants, la question « Pourquoi travaille-t-il ? Quel est le sens de ton travail ?» mérite une réponse d'une simplicité évangélique. Ils travaillent pour leur gosse, comme vous. On dit ils travaillent bien par amour, oui, mais pas par amour du travail, pas par amour de l'entreprise, pas par amour du patron, de l'actionnaire ou du client. Non, non, ils travaillent par amour de leurs enfants. Quant à ceux qui n'ont pas d'enfants, ils travaillent par amour d'eux-mêmes pour mener leur vie, et c'est déjà une excellente raison. Donc ils aiment tous l'argent au moins comme moyen, mais aimer l'argent comme moyen, c'est aimer l'argent. Et ça fait sens. Mais bien sûr que ça fait sens. Il faudrait vraiment être très riche, très bête ou très intéressé pour ne pas comprendre que travailler pour gagner sa vie et pour élever ses gosses, ça a du sens. Mais évidemment, oui, ça a du sens. C'est pourquoi votre métier de manager est un métier possible. Pourquoi maintenant votre métier de manager est-il à ce point difficile? Ben, il est extrêmement difficile parce que l'argent, le salaire, ça permet de recruter quelqu'un. Ah oui, c'était pour ça. Mais ça n'a jamais suffi à recruter les meilleurs. Ça suffit encore moins à garder les meilleurs, à les fidéliser. Ça suffit encore moins à souder une équipe. Ça suffit encore moins à susciter l'enthousiasme, la créativité et la responsabilité. Bref, si vous proposez à vos collaborateurs que des raisons médiocres de travailler. Bon, on bien, un salaire est une très bonne raison de travailler, je le rappelle à l'instant, mais c'est une raison médiocre au sens où n'importe quel médiocre peut comprendre qu'il a besoin de mener sa vie. Si EMC2 ne propose à ses salariés que des raisons médiocres de travailler, EMC2 ne recrutera et surtout ne gardera que les meilleurs. Tous les meilleurs seront partis ailleurs, chez vos concurrents, où ils auront par hypothèse à peu près le même salaire, avec en plus autre chose que le salaire, autre chose que l'argent, autre chose qu'ils aiment aussi, et qui fait pour eux un sens supplémentaire, donc une motivation. Ce qui m'avait aidé à comprendre un jour un chef d'entreprise, après une conférence que je faisais sur le même sujet, l'un des patrons qui était là me dit oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, c'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Et oui, il y a un marché du travail. Aucune entreprise, sauf conjoncture ou circonstances très particulières, ne peut payer ses salariés durablement 20 ou 30% de plus que la concurrence. Donc, il dit ce patron, oui c'est vrai, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, c'est pas moi qui les fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi, et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai contourné le problème dans tous les sens. La seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison, et c'est ce qui m'amène à la deuxième partie, bonheur et motivation. Bref, mon idée, c'est que les salariés de MC2 ne travaillent pas par devoir, ni par amour du travail, ni par amour de l'entreprise.
ni par amour du client ou de l'actionnaire. Ils travaillent par amour d'eux-mêmes ou de leurs gosses. Ils travaillent pour être heureux. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous en savez? Vous ne les connaissez même pas. Je répondrai que j'en sais que ce sont des êtres humains. Et que je crois, avec Blaise Pascal, que tout homme, toute femme veut être heureux. C'est une formule de Blaise Pascal, dans les pensées, bien sûr. Pascal écrit ceci. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Fin de citation. Alors la touche finale, dans sa noirceur, dans sa beauté, dans sa profondeur, est très pascalienne, mais très vraie aussi. Parce que pour celui qui va se pendre, celui qui se suicide. J'en parlais chez France Télécom il y a quelques semaines. Pourquoi se tue-t-il? Il se tue pour ne plus souffrir. Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Eh bien, si tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre, comme dit Pascal, permettez-moi de penser que tout homme, toute femme veut être heureux, y compris celui ou celle qui a travaillé chez EMC2 4 ou 5 jours par semaine. Qu'est-ce qui fait courir les salariés d'EMC2? Le bonheur. Ils courent après le bonheur. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait courir les clients de EMC2? Le bonheur. Ils courent après le bonheur. Qu'est-ce qui fait courir les actionnaires de EMC2? Le bonheur. Nous courons tous après le bonheur. C'est ce que Stendhal appelait la chasse au bonheur. Stendhal écrit quelque part, la chasse au bonheur est ouverte tous les matins. Ce qui est très vrai. Mais reste à voir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Eh bien ça, c'est le problème de la motivation. Alors c'est quoi la motivation? Je me souviens la première fois où j'ai été amené à traiter ce sujet, c'était une grande entreprise que je peux nommer, c'était AXA. On a demandé une conférence sur ce thème de la motivation pour les 400 principaux cadres du groupe AXA Monde. Et comme c'est un sujet que je n'avais jamais traité, je le prépare d'autant plus sérieusement, et ma première réaction de surprise a été de me dire, mais c'est quand même curieux. Ça fait 30 ans que tu fais de la philo à plein temps, tu n'as jamais lu une ligne d'aucun philosophe sur la motivation. Un concept totalement introuvable en 25 siècles d'histoire de la philosophie. Bref, je n'y connaissais rien. Donc je fais comme on fait quand on n'y connaît vraiment rien, je commence à prendre des dictionnaires pour vérifier que j'ai bien compris le sens du mot. Je vais voir la motivation, et là on m'explique que la motivation c'est l'ensemble des motifs d'une action, ou l'état psychologique qui est induit par ces motifs. Bref, la motivation, on vous renvoie à un motif. Je vais donc voir un motif, et à l'article motif dans le dictionnaire, je vois qu'un motif c'est un but intellectuel, par différence avec l'intérêt et le but. Et là je me suis dit, aïe, parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour la raison très simple et très forte que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Parce qu'il n'y a de but que pour et par le désir. Bref, si je veux un jour diriger une école de management ou de marketing, c'est d'ailleurs les mêmes aujourd'hui presque toujours, je ferai inscrire en lettres d'or une formule d'Aristote que j'évoquais tout à l'heure. Aristote écrivait « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut. Ben voilà, le seul moteur dans un être humain, c'est le désir. Et sur le mur de gauche de mon école de management, toujours en lettres d'or, je ferai inscrire une formule de Spinoza. Spinoza écrit « Le désir est l'essence même de l'homme ». De l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. Autrement dit, nous sommes des êtres de désir. Ça nous dit quelque chose de très important sur le monde de l'entreprise. Ça nous dit qu'un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing.
professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Et bien des deux côtés, alors inégalement d'un côté ou de l'autre, en fonction du métier concret qu'elle vous, plutôt côté salarié pour le DRH, plutôt côté marketing ou client pour le directeur commercial. Mais des deux côtés. Côté client, marketing, côté salarié, management, tout dirigeant d'entreprise est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. C'est pourquoi, pour prendre un exemple, la famille Peugeot, dans sa grande sagesse, dans sa grande expérience, a embauché il y a 2 ou 3 ans pour diriger le groupe PSA, c'est-à-dire la deuxième fois qu'ils font le coup d'un période récente, un nouveau dirigeant qui n'avait jamais de sa vie ni fabriqué ni vendu une automobile. Ils s'en foutent, la famille Peugeot. Ils ne voulaient pas embaucher un mécano. Ils ne voulaient pas embaucher un vendeur de voitures. Ils voulaient embaucher un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise dans l'automobile comme partout, ce n'est pas d'abord un professionnel de l'automobile. Un chef d'entreprise chez EMC2, ce n'est pas d'abord un professionnel de l'informatique. C'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir des clients, marketing. Professionnel du désir des salariés, management. Ça veut dire que la question la plus importante pour un dirigeant, mais aussi pour n'importe quel être humain, en vérité, la question la plus importante de toutes, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir? Et ce qui me tue, si vous avez fait d'excellentes études, j'imagine pour la plupart d'entre vous, je soupçonne pourtant qu'on ne vous a jamais expliqué clairement ce que c'était que le désir. D'être fait d'excellentes études, tout simplement passer à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste, c'est effrayant, une demi-heure pour essayer de compenser une éducation ratée. Une demi-heure, c'est quand même très court, donc je vais aller droit à l'essentiel. Je ne vais pas revenir toutes les théories philosophiques du désir, la matinée n'y suffirait pas, je vais en retenir que 2. Les 2 plus profondes, à mon sens, les 2 plus éclairantes. La réponse de Platon à la question « Qu'est-ce que le désir ?» et puis tout à l'heure la réponse de Spinoza. Alors, Platon, le maître d'Aristote, donc en Grèce, 4e siècle avant Jésus-Christ aussi, mais une génération avant Aristote, puisqu'Aristote a fait des lettres. À la question « Qu'est-ce que le désir ?» Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet est un livre qui porte sur l'amour, en vérité. La question centrale, c'est qu'est-ce que l'amour? Et à cette question centrale, Platon va répondre par une double équation. Platon répond: l'amour est désir, première équation. L'amour est désir, et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir, et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant: ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi le bonheur, si souvent, est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés, s'il y en a. Spinoza va venir sauver votre couple. C'est encore possible, pas non plus. Spinoza, c'est encore possible, va venir sauver votre couple, pas plus tard que dans 5 minutes. Mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps de comprendre avec Platon qu'il y a bien quelque chose à sauver. On m'a dit qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que les vieux mariés ont compris depuis longtemps. Bref, mon idée c'est quoi? Mon idée c'est que dans la mesure où Platon a raison, ou pour me dire dans la mesure où vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour. Tant que vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Platon répond, mais chacun d'entre nous pourrait répondre la même chose: être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on va se mettre heureux, mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne partie, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas, puisque le désir est manque. Mais si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires.
et donc plus jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque. Ou mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Ou mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, c'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, c'est pas ce que vous désirez. C'est ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux-ci qui sont pleinement heureux. C'est pas moi qui donne tort, c'est à Platon. Mais comme je donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance. Je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Mon idée, pour tout vous dire, c'est bien sûr qu'on est une grosse majorité ici à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza. Tantôt heureux, tantôt pas heureux. Peut-être plus souvent d'ailleurs dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il importe de comprendre d'abord la logique de chacun des deux pôles qui structurent l'espace. Bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime ou désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas, je n'ai donc jamais ce que j'aime et que je désire, je ne suis jamais heureux. 3 exemples pour illustrer ce point. Je commence par un exemple personnel, donc je suis philosophe, ça fait que j'ai fait des études de philosophie. Ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, l'objet désirable, c'était l'agrégation de philosophie. J'ai passé en gros 5 ans de ma vie à me dire qu'est-ce que je serais heureux si j'étais agrégé de philosophie. J'ai été reçu à l'agrégation de philosophie. Sincèrement, que penseriez-vous de moi si je vous disais « Les amis, je suis heureux parce que je suis agrégé de philosophie ». Vous diriez « Ce type est un con ». Vous auriez évidemment raison. Mais ça me dit quelque chose de très éclairant, et pas seulement sur la grecque de philo, mais bien sur la condition humaine. Ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, je vous laisse adapter ça à votre cursus propre, ça nous dit que l'agrégation de philosophie ne peut faire le bonheur que de quelqu'un qui n'est pas agrégé. Oui, mais elle ne fait pas son bonheur, puisqu'il n'a pas l'agrégation, et qu'elle lui manque s'il la désire. Et elle ne fait pas mon bonheur, puisque j'ai l'agrégation. En conséquence, celle-ci ne me manque plus, ce qui me rend capable de la désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas d'agrégation heureuse. Le deuxième exemple est moins marrant pour le manager, parce que c'est l'exemple du travail. Souvenez-vous, cher monsieur, de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Vous savez, ne le dis pas aux autres, mais celui qui sortait de 18 mois de chômage. 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, bien sûr, c'est que depuis que vous l'avez embauché, le travail ne lui manque plus. Ah non, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, ça veut dire qu'il ne désire plus travailler. Lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est le week-end, les vacances, la retraite. Et si l'amour est désir, ça veut dire qu'il n'aime pas son travail. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre et qui en dit long, et sur le salariat, et sur la difficulté du management. Ce que Platon nous aide à comprendre, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur des salariés de MC2 puisqu'ils ont du travail. En conséquence, celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend capables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Là, le DRH se dit, je vais foutre un savon aux consultants qui m'ont invité. Parce qu'il se dit, je suis mal. Rassurez-vous, Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, mais votre métier, pas plus tard que dans 5 minutes, mais là encore, prenons le temps de comprendre qu'il y a bien quelque chose à sauver, qu'il y a bien un problème quelque part. S'il y en a parmi les managers qui sont ici, quelques-uns,
qui n'avait encore jamais réalisé qu'il est facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que quand on est salarié. Mais il y a quelque chose d'essentiel et au salariat et au management qui leur avait jusque-là échappé. Enfin, un troisième exemple, pour bien en dire un mot, même si je suis un petit peu en retard, mais l'amour lui-même au sens ordinaire du terme. Un homme, une femme, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit, en langage platonicien, c'est quoi? Tomber amoureux, c'est découvrir tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard, et puis un beau soir, chez le demi-commun, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez l'homme ou la femme qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, la vérité, mais enfin, la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire. Mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, et c'est des commun un soir, vous rencontrez l'homme, la femme, je veux dire la personne. Il ne faut pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin. Vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle. Vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une. Ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble, éventuellement vous vous mariez, vous faites des enfants. Forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense, comme 6 mois plus tôt ou 6 ans pour certains, chacun son rythme. Vous la désiriez plus que toutes les autres. Et 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille un peu jolie et pourvêtue qui passe devant vous dans la rue, messieurs. Le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire aussi que vous l'aimez de moins en moins. Vous êtes marié depuis 6 mois ou 6 ans, et un beau soir ou un triste matin, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne poseriez pas la question. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous n'aimez plus comme ça. Vous n'êtes plus en main, vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes plus chez Platon. Et là, vous n'avez plus qu'un seul choix, soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer, évidemment ça fait assez mal. Schopenhauer, philosophe allemand du 19e siècle, parce qu'un bon considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bon qui n'est pas sans cohérence, parce que Schopenhauer s'est toujours voulu à sa façon disciple de Platon. Pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, vous allez tomber de Platon en Michel Houellebecq. C'est pareil, vous avez encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est le maître à penser, comme chacun sait, du romancier contemporain Michel Houellebecq. Qu'est-ce que ça veut dire tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça en une phrase dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Donc ça là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que revenir. Alors quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, Schopenhauer appelle ça, comme tout le monde, la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qu'il est là, on ne me manque plus. Donc je ne désire plus, que je n'aime plus. Il n'y a pas la souffrance, il n'y a plus de manque. C'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. C'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. Vous avez rendez-vous avec le bonheur, vous dites qu'est-ce que je serais heureux si? Qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, le bonheur n'est pas là. J'avais un rendez-vous avec le bonheur, je suis de rendez-vous, le bonheur n'y est pas, le bonheur m'a posé un lapin. C'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde en même. Eh bien la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, phrase de Schopenhauer est la phrase suivante. Schopenhauer écrit: ainsi toute notre vie oscille
comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Fin de citation. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrant parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrant du chômeur, ennui du salarié. Souffrant du chagrin d'amour, ennui du couple. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais, rassurez-vous, il n'y a pas que chez vous que ça arrive. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Le philosophe Alain disait plus justement, le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. Bien sûr. Si quelqu'un me dit je ne m'ennuie jamais au boulot, ma première réaction, c'est pas de dire tiens, il travaille sur MC2. C'est de dire encore un menteur ou bien un inactif. Si quelqu'un me dit je ne m'ennuie jamais dans mon couple, ma première réaction, c'est de me dire encore un menteur ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où on ne s'ennuie jamais, mais heureusement. Il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Il y a une chose que Platon n'explique pas, que Schopenhauer n'explique pas. Peut-être une seule, ou plusieurs qui vont dans le même sens. Ce que Platon n'explique pas, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platoniciens. Ce que Platon n'explique pas, c'est qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et ça, comme Platon est incapable de l'expliquer, c'est devenu une deuxième théorie du désir, c'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza. Alors Spinoza, 17e siècle, en Hollande, Spinoza serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir, ça oui. Mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, ça va être exactement ça. Remplacer un égal par un différent de. Il ne dit pas comme ça, il ne parle pas de Platon quand il parle de désir, mais si on veut après coup reconstituer entre deux une espèce de dialogue posthume, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque. Parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Attention, je n'ai pas dit pouvoir au sens politique ou managérial, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance, autrement dit puissance exactement au sens où l'on parle de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on pourra en parler exactement au même sens pour les femmes. La puissance sexuelle, c'est quoi? C'est la puissance de jouir. Et donc la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle n'est. Spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est le genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle un impuissant, ou un moment d'impuissance. Ce qui montre bien que la vérité du désir sexuel, ça n'est pas le manque, comme le voulait Platon, mais la puissance, comme le veut Spinoza. Ou plutôt les deux sont vrais, les deux ont raison. Ils ne parlent pas de la même chose. Parce qu'au fond, le manque sexuel, c'est ce qu'on appelle couramment la frustration. On a tous vécu ça un jour ou l'autre dans notre vie. Et justement, on a assez vécu la frustration sexuelle pour ne pas la confondre avec la puissance sexuelle. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, tout le monde sait, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie, comme disait l'autre. L'erreur de Platon, c'est aussi bien d'avoir confondu la faim, F-A-I-M, c'est quoi? Le manque de nourriture, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. On n'appelle pas la faim en bon français, mais qu'on appelle évidemment l'appétit. Appetitus en latin, c'est un grand concept spinoziste, mais qu'on prend ici au sens plus ordinaire du terme. Lorsque vous invitez quelques amis à dîner chez vous un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « Je te souhaite une bonne faim. Je te souhaite de bien manquer de nourriture. » Tu ne peux pas être déçu, il n'y a rien à manger. Rien à manger. Non, n'en faites pas.
J'ai prévu l'art, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit, bienvenue chez Spinoza. Le désir est puissance et l'amour alors. Ben, si le désir est puissance, l'amour est joie. Aristote, qui de ce point de vue écouté de Spinoza, l'avait déjà dit dans une phrase pure comme l'eau. Aristote écrivait « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce que tant, si vous êtes chez Platon, si vous avez aimé ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour. Si au contraire, vous êtes chez Aristote ou chez Spinoza, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre vous a tenté ou ne vous aime pas, le deuil, recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Et Spinoza dira la même chose, une formule un peu plus compliquée, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais peu importe, Spinoza écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure ». On dit « aimer, c'est se réjouir d'un ». Si quelqu'un vous dit « je suis joyeux à l'idée que tu existes », vous comprendrez bien que c'est une déclaration d'amour. Vous aurez raison, ça donne raison à Spinoza. Vous aurez aussi beaucoup de chance, parce que l'autre est une déclaration spinoziste d'amour, ça n'arrive pas tous les jours. Et puis ensuite et surtout, c'est une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. Et ça, croyez-moi, c'est proprement exceptionnel. Sous cette exception de l'amour spinoziste, c'est pas le temps de m'arrêter, ça n'était qu'un exemple. Je voudrais simplement maintenant, pour terminer, appliquer ces deux théories du désir à nos moutons, à nos problèmes, aux clients, marketing, aux salariés, management. Qu'est-ce qui fait courir, je commence par les clients, qu'est-ce qui fait courir les clients de MC2? Le désir, bien sûr, puisque le désir est une force motrice. Oui, mais est-ce que vos clients courent après ce qui leur manque? Auquel cas, ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que EMC2 a un marketing de style essentiellement platonicien. Ou est-ce que les clients de EMC2 courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir? Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie? Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, vos clients courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que vous avez un marketing de style au moins en partie spinoziste. Je dis au moins en partie spinoziste, parce que je ne suis pas fou, il y a toujours du manque. Bah oui, c'est plus facile. C'est même tellement facile quand le manque est très fort qu'à la limite, on n'a plus besoin de marketing. Il n'y a rien de plus facile que de vendre à manger à un affamé en manque. Vous en aurez marre de MC2, vous achetez un camion avec vos indemnités de licenciement que vous aurez obtenues, et vous installez au bord du national, vous vendez des frites et des saucisses. Les gens s'arrêtent parce qu'ils ont faim. Ils s'arrêtent chez Platon. Vous appelez votre camion chez Platon. Ça, c'est pour le fun. Le marketing expérimental, vous prenez un grand carton, vous écrivez dessus en gros, frites, saucisses. Pas besoin d'avoir fait HEC. Les gens s'arrêtent parce qu'ils ont faim, ils s'arrêtent chez Platon. Ça marche, vous voyez, beaucoup d'argent, puis après on essaie un deuxième camion, un troisième camion. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Sauf que, quand on est restaurateur, c'est pas, j'aime bien l'exemple de la restauration. Personne n'a envie de vendre à longueur d'année des frites et des saucisses à des affamés en manque. Ce qu'on voudrait, c'est vendre la meilleure nourriture possible, la meilleure nourriture de la région. Non pas à des affamés en manque, mais à des amateurs en joie, à des gourmets, à des connaisseurs, à des gastronomes. Non pas chez Platon, mais chez Spinoza. Et là, il faut un marketing un peu plus subtil. C'est pas pendant un grand carton en écrivant « ici, c'est bon », vous faites à courir. J'aime bien l'exemple de la restauration, après on pourra l'appliquer dans le débat à vos problèmes à vous de MC2, mais j'aime bien l'exemple de la restauration quand il permet de comprendre deux choses. La première chose, c'est que Platon a toujours raison. Le jour où plus personne n'aura faim, il n'y aura plus de restaurant du tout. La deuxième chose, c'est que Platon a toujours raison, mais ne suffit presque jamais. Parce que le gars qui est restaurateur, son problème, c'est pas que vous alliez au restaurant. Pourquoi allons-nous au restaurant? On va au restaurant, si on est de côté, il n'y a pas d'affaires, parfois, et parfois malheureusement, il n'y a pas de famille, mais le plus souvent, on va au restaurant parce qu'on a faim. On va au restaurant chez Platon. Mais le restaurateur, son problème, c'est pas que vous alliez au restaurant, c'est que vous alliez dans son restaurant.
On va tous au restaurant parce qu'on a faim, c'est Platon, mais on choisit ce restaurant, on choisit vraiment, parce qu'on aime la nourriture qu'on y sert. Ou parce qu'on pense qu'on l'aimera. Un copain nous l'a recommandé, on a lu une critique gastronomique dans la presse. On va tous au restaurant chez Platon, on choisit tous son restaurant chez Spinoza. C'est donc pas l'un ou l'autre, c'est forcément l'un. Et dans le meilleur des cas, c'est aussi l'autre. Bref, je ne suis pas venu vous dire, faites une croix sur Platon, soyez spinoziste avant la caisse. Je ne suis pas fou. Ça reviendrait à dire à un restaurateur, ne vendez à manger qu'à des anorexiques. C'est idiot, le marché est fait porteur. Non, non. Je vous dis au contraire, Platon a raison. C'est le plus fondamental, c'est le plus facile. Mais il ne suffit pas. Il ne s'agit pas de faire une croix sur Platon. Il s'agit d'ajouter une dose de spinozisme, une dose de puissance, d'appétit, de joie, d'amour au platonisme foncier de la condition humaine. Même chose maintenant côté salarié. Qu'est-ce qui fait courir les salariés de MC2? Le désir, bien sûr, puisque le désir est l'unique force motrice. Oui, mais est-ce que les salariés courent après ce qui leur manque? Auquel cas, ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que MC2 a un management de style essentiellement platonicien. Ou est-ce que les salariés courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir? Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie? Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, les salariés de MC2 courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que MC2 a un management de style au moins en partie spinoziste. À nouveau, je dis au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou. Il y a toujours du manque, bien sûr, Platon a toujours raison. Tous les salariés de MC2, sans exception, courent après quelque chose qui leur manque. Quoi? Mais l'argent, là encore, bien sûr, c'est pour ça qu'ils travaillent. Et ça marche. Le problème, c'est que l'argent, comme je le disais, ça permet de recruter quelqu'un. Ça n'a jamais suffi à recruter les meilleurs, à garder les meilleurs, à les fidéliser, à souder une équipe, à susciter l'enthousiasme, la créativité, la responsabilité. Si bien que si vous voulez recruter les meilleurs, les fidéliser, souder l'équipe, susciter l'enthousiasme, la créativité, la responsabilité, vous allez devoir trouver autre chose que l'argent qui manque. Pas à la place, mais en plus. Vous allez devoir trouver autre chose que l'argent qui manque. Trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit. Et qui permet aux salariés de MC2 d'aimer le travail qu'ils font. Pas comme n'importe quel chômeur d'aimer le travail qui manque. C'est facile d'aimer le travail quand on n'a pas de boulot. Mais comme un salarié heureux, d'aimer le travail qu'il fait. Alors cette autre chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple de meilleures conditions de travail, ce que j'appelais le goût tout à l'heure. Ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Il y a des boîtes, on part bosser le matin, on a un peu la gorge serrée d'angoisse parce qu'on sait que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a des querelles de clans, que l'ambiance va peser une tonne. Et puis il y a d'autres boîtes, on part travailler le cœur léger parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite on va retrouver une bande de copains. C'est pas tout la même chose. Ça peut être le sentiment d'une plus grande utilité sociale. Fabriquer des médicaments ou fabriquer des cigarettes, c'est pas la même utilité sociale. Fabriquer le Mediator ou un médicament utile, c'est pas la même utilité sociale. Ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Il y a des boîtes, on peut y bosser pendant 15 ans, au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Et puis il y a d'autres boîtes, on y bosse pendant 15 ans, au bout de 15 ans, on se retourne, on se dit, mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé. C'est pas du tout la même chose. Ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec les valeurs morales personnelles qui sont les siennes, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 4 ou 5 jours par semaine, etc. On pourra en reparler dans le débat, vous voyez, mais autre chose que l'argent qui manque, autre chose qui ne manque pas mais qui réjouit, et qui permet aux salariés que vous êtes d'aimer le travail qu'ils font. Et bien ça, pour moi, c'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi quand on a réussi à créer, dans une entreprise, la MCP en l'occurrence, des conditions telles que les salariés qui ne travaillent pas par amour du travail, non, ils travaillent parce qu'ils manquent d'argent, comme tout le monde, ils ont besoin d'argent, aiment le travail qu'ils font.
le management est réussi quand les salariés qui ne travaillent pas pour le plaisir, mais non, ils travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais le management est réussi quand ils prennent plaisir au travail qu'ils font. Tous ici, vous venez travailler chez Platon, sans exception. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui viennent travailler chez Platon et qui se retrouvent à bosser chez Spinoza. C'est pas l'un ou l'autre, c'est forcément l'un. Il n'y en a pas un ici qui ne travaille pas pour l'argent, et c'est bien, bon, pourquoi vous avez raison, c'est la meilleure raison de travailler. Mais il y en a qui, sortis du fric, n'ont aucune raison de bosser chez eux, j'imagine, peut-être pas chez vous, mais ailleurs. Et puis il y en a ici qui viennent pour le fric, mais qui trouvent aussi autre chose, de la joie, du plaisir, de la puissance. Un peu comme on peut manger parce qu'on a faim, et quand c'est bon, on y prend du plaisir. Bref, le boulot des managers, c'est d'accompagner les salariés de Platon en Spinoza. Tout le monde vient travailler chez Platon, la difficulté, c'est de travailler chez Spinoza. Alors ça débouche sur un concept que je vous soumets pour finir. Je vais annoncer à ma troisième partie sur la solidarité, j'en dirai un mot dans le débat si vous le souhaitez, mais c'est un concept que je vous soumets pour finir, que j'appelle le marketing managérial. Alors j'ai forgé cette notion d'allure paradoxale parce que j'étais frappé par le fait que tous les dirigeants d'entreprise accordent évidemment la plus grande importance aux désirs de leurs clients, ils ont bien sûr raison. Et sont prêts pour connaître ces désirs, pour les comprendre, pour essayer de les satisfaire, à dépenser beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Sauf que beaucoup de dirigeants d'entreprise semblent accorder beaucoup moins d'importance aux désirs de leurs salariés. Et consacrent pour connaître, comprendre et essayer de satisfaire ces désirs beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'argent. Eh bien ça me paraît une erreur grave. Parce qu'une entreprise ait envie ou besoin de garder les meilleurs clients, je comprends bien sûr, mais réfléchissez-y. La seule façon sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients, c'est d'avoir d'abord et de garder les meilleurs salariés. La réciproque n'est pas vraie. C'est pas parce qu'on a les meilleurs clients qu'on a les meilleurs salariés. C'est à l'inverse, bien clairement, parce qu'on a les meilleurs salariés qu'on a une chance sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients. Ça veut dire que l'intérêt majeur de MC2, c'est d'avoir et de garder les meilleurs salariés. Et dès lors que vous avez compris, c'était ma première partie, qu'on ne travaille pas par devoir, pour des raisons morales, mais qu'on travaille pour être heureux, vous comprenez que pour EMC2, la seule façon d'avoir et de garder les meilleurs salariés, c'est de créer des conditions telles que les salariés que vous êtes soient plus heureux chez EMC2, ou aient le sentiment qu'ils sont plus heureux chez EMC2 qu'ils ne seraient chez tel ou tel de vos concurrents. Bref, marketing managérial, ça veut dire accorder au moins autant d'importance aux désirs des salariés qu'on en accorde aux désirs des clients. Et c'est pourquoi, pour un manager, s'occuper du bien-être des salariés, c'est le thème au fond de votre travail en cours, s'occuper même du bonheur des salariés. Je parle du bonheur professionnel, je ne parle pas du bonheur privé, la femme, la les gosses, non, mais s'occuper du bonheur professionnel des salariés, de leur bien-être professionnel. A fortiori, combattre leur malheur ou leur mal-être professionnel. Pour un manager, ça n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas un supplément d'âme, c'est pas de la philanthropie, c'est le cœur de votre métier. Parce que l'intérêt majeur de l'entreprise, c'est d'avoir et de garder les meilleurs salariés. EMC2 n'aura et ne gardera les meilleurs salariés que si et seulement si ils sont plus heureux chez EMC2 qu'ils ne seraient dans une autre entreprise. Je vous remercie pour votre attention.